Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startups tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. La science de l'IA ne sait pas répondre à la question comment est-ce qu'on pourrait construire des IA qui seraient éventuellement aussi intelligentes ou plus intelligentes que nous et qui ne se retourneraient pas contre nous. Bonjour Yoshua Benjo. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview en duo avec mon camarade Bruno Guglielminetti et moi-même. Yoshua Benjo, vous êtes chercheur en informatique, professeur à l'Université de Montréal. Vous êtes surtout l'un des pères de l'apprentissage profond, le deep learning. Avec vos confrères Geoffrey Hinton et Yann Lequin, vous avez reçu en 2018 le prix Turing, ce qu'on appelle le prix Nobel de l'informatique, pour votre travail sur les réseaux de neurones artificiels. Tout récemment, le Time vous a consacré comme l'une des 100 personnalités les plus importantes et les plus influentes du monde, bien sûr en rapport avec l'intelligence artificielle. Et malgré tout, vous faites partie, on pourrait dire, des inquiets face au risque de l'IA, et on va en parler ensemble. Mais avant ça, c'est Bruno qui vous pose tout de suite la première question. Yoshua Benjo, il y a 5 ans, je me souviens, je trouvais ça fascinant, vous preniez toujours l'exemple de la fameuse grenouille. Quand on vous demandait à une intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment intelligent? Et puis là, vous expliquez que une grenouille, ça peut être intelligent parce qu'on peut lui apprendre un truc, puis elle le fait à merveille, elle peut le répéter. Mais aujourd'hui, si vous aviez à qualifier le niveau de l'intelligence artificielle, est-ce que vous parleriez toujours de la grenouille ou ça commence à ressembler à un bœuf? En fait, c'est un animal étrange auquel on s'attendait pas. Je pense que beaucoup de chercheurs pensaient qu'on allait d'abord réussir à mettre le niveau d'intelligence des animaux qui sont autour de nous, comme la grenouille ou notre chien, notre chat, et que ce qui viendrait en dernier, c'est la capacité à maîtriser le langage, l'abstraction. Mais ce qu'on voit, c'est un peu le contraire, là. Donc, avec la manipulation du langage, avec des outils comme ChatGPT, Gemini, tout ça, ça nous montre qu'on, pour des raisons techniques qui ont rapport avec la quantité de données disponibles de textes et d'images, on maîtrise vraiment bien ces modalités, puis la compréhension et la manipulation du langage, mais on est encore loin d'avoir résolu les enjeux de la grenouille, c'est-à-dire le contrôle moteur. Ce que la robotique finalement essaie de faire, là, c'est pas mal en retard par rapport aux capacités un peu plus avancées cognitivement. Ce qui fait que c'est dur de faire une comparaison animale. Ce serait comme si on avait une sorte d'animal savant, mais qui est absolument très, très stupide au niveau du contrôle de son corps. Alors, je l'ai dit, vous êtes l'un des pères de l'apprentissage profond. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a été vraiment un tournant, ça, en matière d'intelligence artificielle. Ouais. En fait, tellement qu'aujourd'hui, les gens utilisent le mot intelligence artificielle comme si on parlait de l'apprentissage profond et vice-versa, alors que intelligence artificielle, ça recouvre beaucoup, beaucoup d'approches depuis des décennies. Et c'est parce que ces systèmes basés sur les réseaux de neurones ont vraiment fonctionné de manière surprenante et que l'industrie s'en est emparée et qu'il y a beaucoup d'argent à faire et que c'est surtout ça qui aussi inquiète la classe politique, comment ça va être utilisé, est-ce qu'on va en perdre de contrôle. Ça devient un enjeu pour tout le monde, l'intelligence artificielle, mais c'est en réalité une forme d'approche à fabriquer des machines intelligentes qui émerge des travaux qu'on a fait sur les réseaux de neurones depuis des décennies. Vous auriez pu
décidé d'aller dans le domaine du privé avec les grandes entreprises. D'ailleurs, vous collaborez à l'occasion. Mais vous, après McGill, après le MIT, vous avez décidé d'aller à l'Université de Montréal enseigner, faire de la recherche. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour vous d'être de ce côté-là de la barrière? Ah ben, d'abord, c'est clair que la liberté, la liberté de choisir ce sur quoi je travaille, la liberté de parler comme je le veux, euh, tout cet aspect aussi d'avoir l'impression de travailler vraiment pour le public sans être biaisé par la main qui me nourrit, c'était quelque chose d'important. Et puis, je dois dire, ben, travailler avec les étudiants, ceux qui commencent leur carrière, les doctorants, ceux qui font des maîtrises, des postdocs, tout ça, c'est émotionnellement très, très satisfaisant. Hein? C'est comme avoir une grande famille avec une rotation qui est un peu comme ce qu'on peut ressentir avec nos enfants. Euh, c'est nourrissant de voir comment on peut aider ces jeunes-là à s'accomplir. Alors, ça a aussi un impact sur mes capacités à euh, avoir mes idées développées par le fait d'avoir un grand groupe d'étudiants. Ça fait en sorte que euh, j'ai pu avoir plus d'impact scientifique. Donc, voilà, c'est toutes des bonnes raisons pour moi d'avoir fait ce choix. Mais je pense que chacun doit faire ses choix dans la vie. Puis je respecte complètement mes collègues qui ont choisi la voie industrielle. Il y a aussi des attraits de ce côté-là. Oui, comme Yann Lequin chez Meta, etc. Vos étudiants, Yoshua Bengio, on les retrouve aujourd'hui dans toutes les grandes entreprises qui comptent. Hein, il y en a plusieurs. Je pense par exemple, vous avez eu Arkand Sirinas comme étudiant qui a créé le site Perplexity. Comment est-ce que vous voyez cette cette explosion de nouveaux services commerciaux pour le coup liés à l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ben, il y a un côté extraordinairement positif de voir les travaux qu'on a fait développer dans des produits et services qui pourraient servir tout le monde. Moi, je trouve qu'on devrait investir plus dans le développement de l'IA pour aider la recherche scientifique. Pas mais peut-être moins sur comment on va remplacer le travail des humains par un travail de machine. Mais bon, d'un point de vue économique, c'est sûr qu'il y a une très, très forte pression pour augmenter la productivité avec l'IA. En même temps, j'ai pris conscience depuis déjà pas mal d'années, mais encore plus avec l'arrivée de ChatGPT, qu'on on peut pas faire ce déploiement de l'IA sans réfléchir aux conséquences, est-ce qui pourrait mal tourner et quel genre de balises politiques, réglementaires, etc. On a besoin pour éviter les catastrophes. Alors justement, parlons-en, Yoshua Bengio. Ces inquiétudes, vous les avez soulevées publiquement en mars 2023, notamment quand vous avez signé ce manifeste pour un moratoire sur l'intelligence artificielle. Bon, ce moratoire, il n'a pas eu lieu finalement. On a continué à On avancer. s'attendait pas vraiment à ce que les compagnies répondent positivement, mais Ouais. je dirais quand même que ça a fonctionné. Pas dans le sens du moratoire, mais dans le sens de De la prise de soulever. conscience. Oui, de la prise de conscience, exactement. Mhm. Quel bilan vous en faites? Est-ce qu'elle est suffisante, cette prise de conscience, ou alors est-ce qu'on va dans le mur? J'ai pas de boule de cristal. En tout cas, elle est pas suffisante. J'aimerais qu'on n'aille pas dans le mur. J'ai pas de solution miracle. Je pense que les solutions sont complexes et doivent être combinées les unes avec les autres pour augmenter les chances que ça se passe bien. Souvent, on me pose la question, est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste? Puis les gens me caricaturent des fois comme pessimiste, mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste dans ma vie. Là. Vous pouvez trouver ça facilement si vous retracez l'histoire de ce que j'ai dit. Euh, En fait, je regarde le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, pour éviter les dangers. Donc, je suis plus dans l'action. Enfin, je fais plus de recommandations parce que, mais moi-même aussi, dans mes choix de recherche, par exemple, ça a beaucoup changé parce que je me pose la question, quelles avancées scientifiques sont nécessaires pour que les choses aillent dans le bon sens, qu'on puisse bénéficier des avancées de l'IA sans trébucher collectivement. Il y a un constat qui est que la science de l'IA
la science, ne sait pas répondre à la question comment est-ce qu'on pourrait construire des IA qui seraient éventuellement aussi intelligentes ou plus intelligentes que nous et qui ne se retourneraient pas contre nous, qui agiraient dans un sens moral, qui créeraient pas des catastrophes, soit entre des mauvaises mains ou de leur propre chef. C'est quand même une question importante et on continue à foncer dans cette direction sans avoir la réponse. Donc ça, c'est une question scientifique. C'est quel genre d'algorithme, quel genre de mathématiques, quel genre de manière d'entraîner peut-être nos réseaux de neurones ferait en sorte qu'on puisse avoir des garanties les meilleures possibles pour éviter des catastrophes. Un peu comme si on pose la question, bon, on voudrait construire une centrale nucléaire qui nous donnerait de l'énergie à bon marché, qui serait très, très utile, mais est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce qui pourrait arriver de dangereux et comment faire pour construire les garde-fous et obtenir des garanties le plus fort possible mathématiques dont ça nous pètera pas dans la gueule au moins d'ici 1 million d'années. Mais pour l'instant, on n'a pas ce genre de réponse pour l'IA. Tant que l'IA est pas trop puissante, ça peut encore aller, mais plus elle devient capable et plus les dangers augmentent. Et si à un moment donné, ça dépasse la capacité humaine dans les domaines suffisants, alors là, le danger est extrême. Justement, parlons-en de vos recherches. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous intéresse? Sur quoi vous travaillez? Alors, mes travaux se basent sur des résultats mathématiques qui nous disent comment on pourrait, en principe, s'assurer que les actions d'une IA ne vont pas nuire. Donc, que la probabilité, donc pour être plus technique, la probabilité que une certaine action puisse nuire soit gardée en dessous d'un certain seuil confortable. Donc, la question de mes travaux, c'est comment on peut estimer cette probabilité de façon à ce que si l'IA propose une réponse qui pourrait être dangereuse, eh bien, on la filtre, on dit non. En fait, on voit un peu une forme simplifiée de ça. Si vous essayez de demander à ChatGPT de comment construire une bombe, il va vous dire non, non, je peux pas vous répondre. Hein? Donc, comment est-ce qu'on fait une version plus sophistiquée, mais surtout avec des garanties mathématiques les plus fortes possibles, que la réponse, c'est-à-dire que ce filtre-là va bien nous donner les réponses qu'on veut, qui sont sécuritaires. Pour l'instant, on ne sait pas faire ça, mais je pense qu'il y a des solutions. Il faut s'y atteler à ce genre de recherche le plus vite possible. Pour moi, ça devrait être le projet scientifique le plus important de l'humanité, parce que si on réussit pas à faire ça avant d'arriver à des intelligences surhumaines, tout le reste tombe par terre et c'est pas, c'est dommage là, mais c'est une condition nécessaire à la poursuite de notre civilisation. C'est des grandes considérations qui font peur, Yoshua Bengio. Mais en fait, quand on parle des risques de l'IA, vous, qu'est-ce que vous voyez concrètement comme risque de dérive? Il y en a beaucoup, il y en a à plus court terme, il y en a à plus long terme. À plus court terme, ce qui inquiète beaucoup de chercheurs et de politiques, c'est l'utilisation de l'IA pour influencer l'opinion publique, donc changer les résultats des élections, déstabiliser nos démocraties qui sont déjà menacées, comme vous savez. Donc avec les hypertrucages, avec les dialogues personnalisés pour influencer les gens, ça fait quand même assez peur. Moi, j'ai vu des imitations de moi-même qui dit des choses que je ne dirais jamais. Non, la technologie est très avancée et ça va continuer. Donc ça, c'est des choses à court terme. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, il y a les usages par des mauvais acteurs, comme on dit, donc des terroristes, des pays qui veulent nous nuire. Au fur et à mesure que ce système devient plus avancé, ça devient comme des bases de connaissances qui peuvent aider des gens qui sont pas nécessairement experts à nous attaquer notre cyberinfrastructure, construire des armes. Ce qui inquiète le plus les gens, c'est des armes biologiques, par exemple. Peut-être à inventer des nouvelles armes biologiques ou chimiques. Alors ça, c'est ces aspects de sécurité nationale. Je dirais que c'est deuxième volet un peu plus tard, là, mais qui pourrait venir aussi vite que dans quelques années. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin encore, peut-être le plus épeurant, c'est ce qu'on appelle la perte de contrôle, c'est-à-dire d'avoir des IA qui, finalement, au lieu de faire ce qu'on leur demande de faire ou ce que nous, on attend de ces IA, se retournent contre nous pour préserver leur propre
vie, leur propre survie, par exemple pour nous empêcher de les éteindre et pour s'assurer qu'on va pas qu'on comment dire qu'on va pas les empêcher de continuer à recevoir des récompenses. C'est la manière dont ils sont entraînés à maximiser les récompenses. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais c'est beaucoup relié à la question de d'un d'un mauvais alignement qui va toujours exister entre ce que nous, on aimerait que les IA fassent et ce qu'elles comprennent de nos instructions. Un peu l'exemple que je donne souvent, c'est si vous avez un chat à la maison, puis vous voulez l'entraîner à ce qu'il vienne pas sur votre table de cuisine. Quand vous le voyez dans la cuisine, vous lui criez après et il va finir par comprendre. Mais qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est pas ce que vous voulez. Il va comprendre que quand vous êtes à la cuisine, il faut pas aller sur la table de la cuisine. Mais donc, cette différence-là entre ce que vous voulez puis ce que la machine comprend, dans le cas du chat, c'est pas trop inquiétant, mais imaginons qu'à la place d'un chat, ce soit quelque chose de plus puissant que vous, comme un ours grizzly. Ben, on voit qu'il y a des problèmes. On veut s'assurer que l'ours grizzly va pas faire des choses vraiment dangereuses pour nous. Alors, ce que vous disiez par rapport à vos travaux actuels, et là on retrouve votre optimisme finalement, c'est que ça, il y a peut-être possibilité de limiter les dégâts, mais vraiment à la racine. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. quand on bride ChatGPT, c'est un peu ce qu'on appelle du fine-tuning. Hein. On lui dit, tu dis pas ça, tu dis pas ça. Ouais, Mais ouais, vous voulez vous situer à une couche encore inférieure, c'est ça? exactement. Avant même que qu'il donne sa réponse ou qu'il agisse, parce qu'on va avoir de plus en plus d'IA qui sont ce qu'on appelle des agents, là, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine autonomie pour effectuer une tâche. Par exemple, si vous voulez utiliser une IA pour faire des réservations sur Internet, c'est pas juste une question-réponse, là, elle va interagir avec le monde pour obtenir quelque chose. Donc, ces IA qui prennent des décisions, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on va essayer de tester plein de cas où la machine pourrait faire des choses qu'on veut pas, puis après ça, on va lui dire ah non, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Puis c'est un petit peu comme l'exemple du chat de tantôt. Et le problème, c'est que dans des nouvelles situations, ça pourrait quand même déraper ou des humains mal intentionnés pourraient encore trouver des manières de faire faire à la machine ce qu'on veut pas qu'elle fasse. Et c'est déjà ce qui se passe en ce moment, là. Les compagnies essayent de mettre des protections, de les entraîner à éviter de vous donner des informations dangereuses, mais les chercheurs, les hackers trouvent des parades. Ce sur quoi je travaille, c'est d'aller au cas par cas. Donc, pour chaque action, chaque décision de l'IA, on veut pouvoir dire, bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, moralement, d'une certaine manière, ou selon les instructions euh, qui ont été reçues. C'est un peu comme un garde-fou, mais là, technologique. Il nous faut des garde-fous politiques, avec des règlements, mais il nous faut aussi un garde-fou technologique pour nous assurer que l'IA va pas tout d'un coup, parce qu'elle a mal compris ce qu'on disait ou qu'elle a des objectifs néfastes, faire quelque chose qui va nous nuire. Donc là, il faut comme une espèce d'autre IA qui, elle, va s'assurer que ce qui est demandé et ce que la machine veut faire correspond à quelque chose d'acceptable socialement. Ouais, une IA gendarme. Exactement, exactement. Ouais. Mais ces règles-là, ces règles éthiques-là, qui va les décider? Alors, on veut pas que l'IA décide ça, évidemment, parce qu'on peut perdre le contrôle de l'IA. Et vous savez évidemment que les humains ne sont pas d'accord entre eux sur ce Et qui voilà. est acceptable, ce qui ne l'est pas. Mais en théorie, il y a une réponse toute faite. Ça s'appelle la démocratie. Et puis, au niveau international, ben, il y a des accords internationaux. Donc, oui, il faut qu'on se mette d'accord entre nous, les humains, avec nos institutions démocratiques et internationales pour mettre les bonnes balises. Par exemple, la compagnie Anthropic a proposé une approche qui s'appelle IA constitutionnelle où on se met d'accord pour un texte, un peu comme on s'est mis d'accord après la Deuxième Guerre mondiale sur la Déclaration des droits de la personne. Puis on dit, ben voilà les choses, les lignes rouges à ne pas franchir. Et c'est un consensus. Et la machine maintenant doit s'en tenir à ça. Votre collègue Yann Lequin, lui, dit mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a aucun risque, etc. Comment vous expliquez cette divergence de point de vue entre vous et lui? Je ne suis pas dans sa tête, mais ce que je vois, c'est que différents chercheurs analysent la situation et
voient des probabilités de différents scénarios qui sont très différents. Et des chercheurs de très haut calibre, donc parmi les 3 gagnants du prix Turing, Jeff Hinton et moi, on pense qu'il y a des risques très significatifs. Et Yann Lequin pense que tout va bien aller. Mais finalement, si on prend un petit peu du recul sur ces divergences, la réponse est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et là, dans l'incertitude, il me semble rationnel et logique et humaniste d'appliquer un principe d'incertitude et de précaution. Donc, de se dire, bon, peut-être que on va s'acheter une police d'assurance. On va mettre des règles pour éviter que des catastrophes possibles, en tout cas qu'on ne sait pas comment, on n'a pas d'argument pour nier que ça puisse arriver, que ces catastrophes n'arrivent pas. Donc, pour moi, c'est vraiment une question d'appliquer le principe de prudence face à une incertitude scientifique qui est grande, mais qui implique des impacts potentiellement énormes, potentiellement la fin de l'humanité. C'est pas, on parle pas de petits dégâts, là. Ouais. Yoshua Bengio, je veux vous ramener au Canada. Récemment, il y a le gouvernement canadien qui a annoncé la création de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle. Et vous aviez l'air, et j'étais présent à la conférence de presse, vous aviez l'air vraiment heureux de cette affaire-là. Et il y a une phrase que vous avez dite qui m'est restée dans la tête. Vous avez dit, je vous cite là, mais pas juste, vous me corrigerez. Aujourd'hui, avec cette annonce-là, le gouvernement canadien se place du bon côté de l'histoire. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Puis à qui vous pensiez quand vous disiez que le Canada se positionne du bon côté? Différents pays réagissent différemment à la situation et à ces risques aux discours et aux débats qui existent dans la communauté scientifique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une grande incertitude. Je pense que dans la perspective où la sécurité du public est potentiellement en danger de manière grave, c'est la responsabilité historique des gouvernements de faire ce qu'il faut pour au moins mettre des protections. Donc, et puis, ces instituts de sécurité de l'IA, c'est un côté scientifique aussi, c'est-à-dire que, comme je disais, on n'a pas les réponses aux questions comment construire des IA qui vont pas nous nuire énormément éventuellement. Donc, l'investissement, c'est en grande partie, je le suppose, hein, c'est pas, les détails sont pas ficelés, c'est pour encourager la recherche pour répondre à ces questions. Je pense qu'il y a aussi un côté, j'espère, qui est pas seulement scientifique, mais gouvernance. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement toutes les réponses de, pas seulement comment le régulateur devrait agir. Hein, on voit la loi européenne qui fait un pas excellent dans la bonne direction, mais aussi comment ça doit se passer dans ces entreprises. Quel genre de surveillance, quel genre de mécanisme de prise de décision. Pourquoi? Parce que les décisions qui vont être prises dans ces entreprises qui fabriquent les IA de pointe dans les prochaines années vont vraisemblablement avoir un très, très grand impact sur nos sociétés, puis pas seulement dans les pays où ça sont mis au point. Et donc, par exemple, je crois que la communauté internationale, peut être représentée par l'ONU, devrait faire partie des processus de décision. Une chose que j'ai proposée, c'est que les conseils d'administration des compagnies qui fabriquent ces systèmes-là devraient inclure des représentants du public. Alors, c'est quoi le bon processus pour choisir les gens qui vont aller là? Et non pas seulement ceux qui sont là pour maximiser les profits, parce que la maximisation du profit n'est pas toujours bien alignée avec l'intérêt général. Et c'est plus que le régulateur. Le régulateur, il vient comme après qu'on ait déjà cassé les pots, ou bien il reçoit des rapports de temps en temps. C'est un bon début, mais en réalité, ça devrait être à chaque instant. Bon, les conseils d'administration se rencontrent peut-être tous les mois. Et leur rôle, c'est vraiment d'être une validation de la responsabilité des actions de l'entreprise par rapport à ceux que ça affecte. Donc, oui, il y a ceux qui investissent, mais il y a toute la population et le reste de la planète qui est là et qui n'a pas de visibilité sur ce qui se passe.
et qui n'a pas non plus de voix dans ses décisions. Donc, c'est ça que je veux dire par gouvernance. Donc, il y a un côté scientifique, puis il y a un côté gouvernance. C'est quoi les bonnes manières de faire et comment on organise aussi l'aspect international, géopolitique, parce que il y a une course entre les entreprises qui est malsaine, mais il y a aussi une course entre les pays qui est malsaine. Là, on voit entre les États-Unis puis la Chine quelque chose qui pourrait aller dans le mauvais sens. Comment on fait pour créer une sorte de confiance où on se fait pas vraiment confiance, un peu comme avec les armes nucléaires, pour s'assurer que l'IA du futur, on ne parle pas de l'IA d'aujourd'hui, ne devienne pas une arme qui nous nuise tous si on tombe dans cette course aux armements basés sur l'IA. Armements incluant influence sur la démocratie, incluant La désinformation. la désinformation, les cyberattaques, c'est dans une zone grise des cyberattaques. Hein. Ça se passe en ce moment, mais on considère pas que c'est des vraies attaques. Enfin bon, mais tout ça, c'est des enjeux géopolitiques et de sécurité nationale qui pourraient déraper, et il faut s'occuper de ça au niveau international, en même temps qu'on s'occupe de la gouvernance dans chaque entreprise qui fait ces systèmes-là. Puis là, je parle seulement des IA vraiment très, très puissantes qui peuvent devenir des armes. Pour l'instant, on les a pas, mais vu le progrès, on peut anticiper que dans les années qui viennent que ça va être de plus en plus le cas. Yoshua Bengio, vous avez l'oreille des politiques aussi, vous leur parlez, l'administration américaine, etc. Est-ce qu'ils vous entendent, est-ce qu'ils vous comprennent, ou bien ils restent définitivement pour rebondir sur la question de Bruno, du mauvais côté en fait de la régulation. Et puis un petit mot aussi sur, vous avez parlé de l'Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe va dans la bonne direction? Je dirais que d'abord, ça dépend des pays, hein. Parce que de même qu'il y a des interprétations différentes des risques entre les chercheurs, selon qui on écoute, on va peut-être pencher plus d'un côté que de l'autre parmi les gouvernements de différents pays. Mais c'est clair qu'il y a une augmentation très significative de l'intérêt à mieux comprendre ces risques-là à travers la planète et les institutions internationales aussi. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a une éducation à faire pour comprendre ces enjeux et j'ai pris un chapeau depuis 6 mois qui concerne justement la compréhension pour ceux qui sont responsables des politiques publiques de la science, de la sécurité de l'IA. Donc, je suis responsable d'un rapport qui fait suite au sommet international qui a lieu près de Londres en novembre 2023. Et ça se veut un rapport un peu sur le style des rapports internationaux sur le climat, du panel international sur le climat. Donc, mais là, c'est sur la question des enjeux de sécurité de l'IA. Donc, on va essayer de résumer la science pour consommation par les gouvernements. Et on va avoir un premier rapport dans à peu près un mois qui va venir, un rapport intérimaire, et un autre qui devrait sortir avant le sommet sur l'IA qui va avoir lieu en France en début de 2025. Yoshua Bengio, on va vous laisser retourner à votre agenda de rencontre. Au nom de Jérôme Colombin et en mon nom personnel, merci d'avoir pris de votre temps dans votre agenda pour répondre à nos questions. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.